un zodiaque, c'est une roue qui fait 360 degrés. Donc, dans ce zodiaque, il y a, vous voyez, j'ai réparti 12 signes, donc 12 espaces différents. Donc là, je présente un zodiaque, on va dire scolaire, hein, parce que, voilà, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, hein, c'est juste pour tout présenter. Donc, il y a 12 signes, et chaque signe est représenté dans 30 degrés. C'est pour ça qu'il y a 360 degrés, hein, 12 fois 30, ça nous fait les 360 degrés du zodiaque. Sachant que la Terre est là, en fait. Nous, on est là sur la Terre, et autour de nous, on a les planètes, et on a donc le zodiaque, avec lequel on arrive au moment où on est. Voilà, on arrive avec le... Alors je dis avec le zodiaque en poche, mais il y en a qui diraient avec le zodiaque dans les cellules, en fait. Il est vraiment en nous. Voilà. Donc on a 12 signes. Je vais parler du premier. Ben, c'est le... Alors, avant de parler des 12 signes, ce que je voulais dire au sujet des 12 signes, c'est que le zodiaque, donc on a dit qu'il y avait 12 signes, mais il se décompose en 4 éléments différents. Les 4 éléments que l'on connaît, c'est le feu, la terre, l'air et l'eau. Et les 12 signes du zodiaque, eh bien, se répartissent dans ces 4 éléments. C'est-à-dire qu'on va avoir en signe de feu, alors le feu, ça représente tout ce qui est action, tout ce qui est énergie et aussi intuition. Donc ça va être les signes du bélier, du lion et du sagittaire. Après, je reviendrai sur chacun des signes hein, plus en détail. Donc là, c'est pour ça qu'ils sont dessinés en rouge. Voilà. Donc le bélier, le lion et le sagittaire. Ensuite, on a les signes de terre. Les signes de terre, c'est tout ce qui est concret, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans la matière, c'est vivre avec la nature, c'est vivre avec tout ce qui est concret, matière. C'est aussi la santé, c'est tout ce qui touche à notre corps. Donc là, ce sont les signes comme le taureau, la vierge et le capricorne. Voilà, ça, ce sont les signes de terre. Ensuite, on a les signes d'air. Les signes d'air, c'est les signes qui sont en rapport avec la pensée, la communication, tout ce qui est vif, rapide, les échanges entre personnes, tout ça, c'est en rapport avec les signes d'air. Donc là, c'est le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et ensuite, les signes d'eau. Les signes d'eau, donc là, c'est plus tout ce qui est émotionnel, intériorisation, sensibilité, plus, comment dire, plus en adéquation avec l'invisible également. C'est tout l'imperceptible, voilà, toute la sensibilité qui permet d'atteindre l'imperceptible. Ça va être le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Voilà, donc les 12 signes se répartissent selon ces 4 éléments. Donc maintenant, on va démarrer par le signe du bélier, parce qu'en fait, l'année commence réellement au premier jour du signe du bélier, 21 mars. L'année vraiment démarre là. C'est pas au 1er janvier en réalité. C'est au printemps, le jour du printemps en fait. Donc le bélier, en fait, le bélier, c'est un signe qui va être fonceur, spontané. Souvent le bélier, enfin l'attitude du bélier en général, on la décrit comme quelqu'un qui fonce et quand il est arrivé dans le mur, et il se dit ah et si j'avais réfléchi peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui est très dans la spontanéité, dans l'instinct et qui du coup souvent se prend des murs parce que il a oublié de réfléchir avant quoi. Mais le bélier a besoin d'être spontané parce que s'il n'est pas spontané, il n'est plus dans son ressenti, dans son intuition, dans sa vérité, quoi. Donc c'est toute sa complexité. Ensuite, on a le signe du taureau. Alors le signe du taureau, il est relié à la nature. On imagine un taureau, c'est lourd, donc c'est quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir, de faire les choses, qui aime la nature, qui aime la nourriture également, tout ce qui est lié à la chair, hein, tout ce qui est lié à la matière en fait. Et c'est quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir. Alors autant
Un bélier, par exemple, qui est un signe de feu, il lui faudra, pour se défouler, aller faire du sport. Autant un taureau, lui, pour être bien, ce qui va être important pour lui, c'est d'être en contact avec la nature. Hein, d'aller dans le jardin, de jardiner, c'est quelque chose qui lui parle beaucoup souvent. Ensuite, on a les signes du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, ben, c'est quelqu'un qui est dans la communication. Le Gémeaux, il a besoin de tout connaître, il aime aller partout, discuter avec tout le monde, avoir plein d'échanges, voilà. Donc lui, et puis c'est quelqu'un qui est curieux de tout. Donc ça, c'est le signe du Gémeaux. C'est un des éléments donc du signe du Gémeaux, parce que ça, je ne vais pas tout vous décrire, on n'est pas là pour faire un cours, mais c'est une information. Donc le Gémeaux, ben lui par contre, ce qu'il va aimer, comme c'est un signe d'air, il a besoin de s'aérer pour être bien. S'il n'est pas en forme ou si ça va pas, il a besoin d'aller prendre l'air pour, voilà, pour se sentir bien, quoi, se retrouver. Ensuite, on a le signe du Cancer. Donc le Cancer, bien, ce sera, comment dire, c'est quelqu'un qui va être, on imagine un crabe, dans quelqu'un qui est dans sa carapace et qui se protège de par sa carapace, qui va être réservé, qui va être plus timide et qui, du coup, va pas oser trop aller vers les autres, il va se protéger. Voilà, c'est un peu le fonctionnement du Cancer. Hein. Il va être assez réservé et toujours créer cette carapace pour se protéger de l'extérieur qu'il craint en fait. Hein. Ensuite, et donc pour un Cancer, hein, eh bien lui, ce qui va être important, c'est de se ressourcer auprès de l'eau. Il va avoir besoin, comme tous les signes d'eau, c'est d'aller se ressourcer au bord de la mer ou au bord d'une rivière. Enfin, il faut qu'il soit en contact avec l'eau. Ça le régénère. Là, donc, on a le Lion maintenant, le 5e signe. Et ben, le Lion, lui, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime le montrer, qui a besoin d'extérioriser sa façon d'être, en fait, qui aime le théâtre également. Ils sont doués pour le théâtre d'ailleurs, parce que comme ils ont besoin de paraître et d'être, c'est pas négatif hein, quand je dis paraître, mais ils ont besoin de s'exprimer et ça fait partie de leur façon de développer leur créativité, parce que ce sont des êtres très créatifs, ce sont des êtres également qui sont dans le cœur, qui sont très aimants, voilà, qui aiment les autres aussi. Ça, c'est le Lion. Donc, signe de feu, toujours, hein, qui a besoin de se défouler par l'activité sportive, ou, voilà, ou par la créativité, hein, puisque c'est créatif, hein, un Lion. Après, le signe de la Vierge, le signe de la Vierge, hein, sont des personnes qui sont plus méticuleuses, qui aiment faire leur ménage souvent, ou du moins qui vont être très minutieuses dans leurs activités, voilà, qui aussi, c'est un signe ce sont des personnes souvent que l'on retrouve dans les services de santé. Pas systématiquement, parce que moi je suis du signe de la Vierge et j'aurais pas pu faire ce métier-là, parce que le sang, j'aurais pas pu. Mais beaucoup de personnes de signe de la Vierge ou en lien avec la Vierge sont dans les métiers de santé. Hein, parce que la santé est importante pour la Vierge, déjà pour elle-même. Elle va faire attention à ce qu'elle mange. Elle va toujours peser ce qui est bon pour elle. Enfin voilà, manger des choses relativement saines. Je dis relativement parce qu'on peut toujours faire un petit excès, mais elles vont être toujours plus attentives à ce qu'elles mangent que quelqu'un, par exemple, qui est du signe du Taureau ou du signe du Lion. Hein, c'est tout à fait différent comme nourriture. Elle va se nourrir sainement. Voilà. Ensuite, la Balance. Alors la Balance, c'est quelqu'un qui est en recherche d'harmonie, en recherche d'équilibre, qui va toujours réfléchir avant de donner une réponse pour pas blesser, qui va aussi avoir du mal à faire des choix, parce que finalement, ça c'est bien, mais ça c'est pas mal non plus. Voilà. Parce qu'elle voit bien que chacune des choses a des avantages et elle va avoir beaucoup de mal à prendre des décisions, à faire des choix dans la vie. Ça peut être, par exemple, on a de très bons diplomates, des signes de la Balance, parce que quelqu'un qui est du signe de la Balance, il va toujours essayer d'éviter les conflits, il n'aime pas ça, donc du coup, il va toujours essayer de ménager la chèvre le chou, quoi, hein, comme on dit, voilà.
Ça. Et ensuite, on a le scorpion. Alors, le scorpion, c'est, ben, comme le montre la flèche, ça pique un peu, hein, le scorpion. Voilà. Le scorpion, c'est un être qui va souvent se topiquer. Le scorpion, il se pique, hein. Quand il veut se tuer, il peut se piquer. Donc, le scorpion, il va se torturer. C'est-à-dire que le scorpion, il va aller chercher les choses au fond de lui, savoir qu'est-ce que je vis là, pourquoi je le vis. Il va aller chercher au fond pourquoi je vis ça, et il va vraiment aller très loin dans sa recherche, quitte à se faire mal, quoi. C'est quelqu'un aussi de passionné, quelqu'un qui peut être jaloux et qui peut être très possessif également. Quelqu'un de passionné dans la vie aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vit à fond les choses. Donc à fond dans l'amour, mais à fond aussi, il peut s'autodétruire, il peut aller chercher très loin au fond de lui. Le scorpion, il vit dans la vase, donc il n'a pas peur d'aller mettre les pieds dans la vase pour aller chercher ce qui ne va pas, quoi. Donc il peut se faire mal, c'est typique du scorpion. Après, on a le Sagittaire. Alors le Sagittaire, ben pour moi, je le définis comme c'est Indiana Jones, quoi. C'est l'aventurier, c'est celui qui aime aller découvrir le monde, qui part avec sa besace et son chapeau et qui va chercher l'aventure en fait. Mais c'est aussi, ça peut être aussi l'enseignant supérieur. C'est quelqu'un qui aime faire des études, qui peut être aussi dans la croyance. Enfin voilà, c'est tous ces domaines-là. Le Sagittaire, voilà, il cherche à comprendre les choses et il va chercher l'aventure pour comprendre, pour aller à la découverte de la vie, quoi. Ensuite, on a le Capricorne. Alors le Capricorne, ben, signe de terre aussi, hein, puisqu'on avait vu donc Sagittaire, signe de feu qui va partir partout à l'aventure. Le Capricorne, lui, par contre, ben, c'est le sage qui va vivre en haut de la montagne. C'est celui qui va beaucoup réfléchir, qui va chercher la sagesse, en fait. C'est un peu ça dans l'image, hein, dans la symbolique. C'est quelqu'un à qui on peut faire vraiment confiance parce que c'est quelqu'un qui, dans le travail, va être très sérieux. C'est quelqu'un de sérieux, le Sagittaire. En fait, c'est quelqu'un que l'on dit vieux, jeune, mais qui finalement, en prenant de l'âge, ben, finalement trouve sa jeunesse, hein, et en fait devient jeune en vieillissant. En fait. Voilà. Il est sage tout de suite, mais il développe petit à petit, de par, on va dire, le travail qu'il va faire sur lui-même dans la vie, il va devenir de plus en plus jeune en vieillissant. En fait, je connais des Capricornes qui effectivement ont été très sérieux toute leur vie, et maintenant à 60-70 ans, mais qui sont d'une jovialité. En fait, voilà, ils fonctionnent un peu dans ce sens-là. Mais à côté de ça, ce sont des gens tellement sérieux dans le travail qu'on peut leur confier des tâches importantes. Ça peut être des leaders, ce sont souvent des très bons chefs et chefs d'entreprise et autres, parce que ce sont vraiment des bosseurs et des gens très sérieux, quoi. Un ermite, c'est tout à fait le type du Capricorne. Quelqu'un qui va aller s'isoler dans une grotte pour aller méditer pendant 20 ans. C'est tout à fait très représentatif du Capricorne. Ensuite, on a le Verseau. Alors le Verseau, c'est le révolutionnaire. C'est celui qui veut changer la société, c'est celui qui veut refaire le monde, qui a des idées novatrices. Voilà, c'est lui. Hein, il veut aider son prochain, il aime la société et il est visionnaire. Hein, souvent, il voit déjà comment les choses se profilent. Hein. C'est très typique du Verseau et qui a besoin de beaucoup de relationnel aussi. Et ensuite, en dernier, on a le signe du Poisson. Alors le Poisson, c'est, on va dire, il est un peu tout à la fois. C'est un être assez insaisissable, hein, parce que il peut être, il a un peu des 12 signes, et en même temps, il est tellement empathique et tellement, comment dire, il s'adapte tellement aux autres qu'en fait, il est insaisissable. Le poisson, c'est vraiment, on imagine un poisson qu'on n'arrive pas à attraper. Il est il peut être très, il est insaisissable en fait. Je ne sais pas comment vous le définir sinon. C'est un être complexe, même pour lui-même en définitive. Parce que du coup, il se rend compte qu'il s'adapte aux autres, hein. Il s'adapte facilement, mais en fin de compte, il est un peu de tout et il n'est pas tout à fait ça aussi. Enfin voilà, je ne sais pas comment vous le définir davantage,
Mais voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les 12 signes. Donc voilà, donc ça au départ, ce sont les 12 signes qu'on a vus. Donc évidemment, on a tous été appelés, notamment par notre signe de naissance. Là, ça a parlé à chacun diversement. Ça, c'est une première chose. Mais après, quand on est, évidemment, on a un signe, mais après, on a un ascendant. Et cet ascendant, ce sera le moment où le soleil sera à l'horizon par rapport à l'est. À l'heure exacte de la naissance, ce sera le signe dans lequel on aura notre ascendant, qui va définir notre personnalité. Ici, l'ascendant est là, donc ça le définit. Ensuite, donc ça c'est la maison 1, donc ça correspond, l'ascendant correspond à la maison 1, c'est ça que je voulais dire. Et la maison 1, ça correspond à notre personnalité qu'on a à développer dans cette vie-ci. Parce qu'en fait, les 12 maisons du zodiaque correspondent à 12 aspects de la vie sur lesquels on aura à travailler. Donc le premier, on a dit, ce sera sur notre personnalité. La maison 2, on aura à travailler sur nos acquis. Alors nos acquis, qu'ils soient financiers, mais nos acquis et les qualités avec lesquelles on vient dans cette vie, ce sera la maison 2. La maison 3, c'est la maison de la communication, mais la communication au quotidien. Donc la communication légère, en fait, on va dire. C'est aussi les études primaires, hein, les études secondaires. Parce qu'on verra que les études supérieures elles sont ailleurs. Ça correspond à la maison 3. Donc la maison 3, tout ce qui est communication. La maison 4, ça correspond à la famille. C'est la famille, c'est la maison de la famille ici, la maison 4. La maison 5, c'est la maison de la créativité, la maison des amours, de l'amour en général et de nos amours, et des enfants également. La maison 6 correspond donc à la santé et au quotidien, donc notre vie au quotidien. La maison 7 correspond à notre relation à l'autre, hein, c'est-à-dire ça va être la relation avec le conjoint ou la relation avec une autre personne, la relation à deux en fait, comment on relationne à deux. La maison 8, ça va être la maison de la transformation. C'est aussi la maison de la dépossession, c'est-à-dire qu'en fait elle est en face de la maison des possessions, la maison des possessions et la maison des dépossessions, parce qu'on se transforme quand on se démunit, on se défait de nos habitudes, de nos acquis, et cette maison-là, c'est celle qui nous fait travailler pour se transformer, pour évoluer dans la vie. La maison 9, c'est la maison de la découverte, donc comment j'explore la vie, pour aller pour découvrir de nouvelles choses et pour évoluer. La maison 10, c'est la maison la maison de la réalisation sociale et de notre destinée également. Donc autant le travail du quotidien, ce sera ici, autant là, c'est vraiment la réalisation, c'est vraiment réaliser son destin. Vers quoi on est appelé à réaliser notre vie, dans quoi, dans quel domaine, voilà. Donc ce sera dans cette maison-là que ça se regardera. Dans la maison 11, eh bien là, ce sera la maison des amitiés et la maison aussi de la fraternité, du lien avec le groupe. Et la maison 12, ben là, c'est la maison de l'éveil, de la spiritualité, mais c'est aussi la maison de l'enfermement, mais là, on le retrouve suivant certains aspects et surtout par rapport aux vies antérieures. Mais là, c'est la maison de l'éveil, voilà. Donc, c'est les 12 aspects sur lesquels on aura à travailler dans notre vie, et selon le placement des planètes, des planètes aussi, et des signes, eh bien, ça aura une définition différente pour l'un ou pour l'autre. Tu peux redire la première? La maison de la personnalité. Si je vais trop vite, vous me dites. Donc là, tel qu'est présenté le zodiaque avec les signes et les maisons, effectivement, on peut voir que les signes sont dans les maisons que j'ai présentées. Mais parce qu'en fait, c'est par analogie, il y a des similitudes entre ces signes et ces maisons. Mais dans la réalité, ils ne se trouvent pas au même endroit. Mais ils ont des similitudes. D'accord ?
Voilà. Ensuite, je vais vous parler des planètes. Bon, la première planète, évidemment, c'est le Soleil. Le Soleil, il est présenté ici parce qu'il est le maître du lion. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là spécialement. Mais le Soleil, évidemment, va se trouver dans votre signe de naissance. C'est votre signe attitré par rapport à la date de naissance. Et c'est en fait, le Soleil représente l'âme de la personne. Donc c'est l'âme qui est venue s'incarner dans un corps et qui a un chemin à réaliser dans cette vie. Et ce chemin, il va se réaliser à travers le signe que vous avez dans cette vie-ci. Donc c'est ce signe qui est le plus important pour la personne de développer tout au long de sa vie pour se réaliser, s'incarner totalement. Pour cela, ce soleil va être aidé par l'ascendant. L'ascendant, qui donc correspond à la maison 1, c'est donc la personnalité. Et la personne donc va être, connaissant son voilà, tout l'intérêt de connaître l'ascendant, par le signe de l'ascendant qu'elle va avoir, eh bien, c'est la personnalité qu'elle va développer dans cette vie-ci sera fonction de ce signe à l'ascendant. Et c'est par cette personnalité qu'elle va aider son âme à se développer, donc son soleil. Ensuite, ce que l'on va regarder en troisième, ça va être la lune. La lune, qui est maître du cancer. Bon, en fait, la lune, c'est la personne quand elle arrive et quand elle est enfant, elle va surtout incarner sa lune. Un enfant, par exemple, on va surtout regarder où est sa lune, et souvent, pendant toute son enfance, il va réagir en fonction du signe dans lequel est sa lune, et non pas en fonction du signe dans lequel est son soleil. Il est encore trop jeune pour vraiment incarner son soleil. Donc, on regarde également, c'est important de regarder évidemment où se trouve la lune de la personne, parce que c'est la façon la plus naturelle pour la personne de réagir dans la vie. Et d'ailleurs, on dit que, bon, on est appelé à incarner son soleil. Mais souvent, ce que l'on voit de la personne, c'est la personnalité. Donc, c'est l'ascendant que la personne vit. Et on dit qu'à la maison, dans le quotidien, en fait, la personne, elle est vue selon sa lune. Par rapport à son conjoint, elle va être tellement à l'aise, naturelle, parce qu'elle partage la vie avec son quotidien avec cette personne, qu'en fait, elle va réagir selon la position, selon le signe où est positionnée sa lune. Donc, on a vu l'ascendant, on a vu le soleil, on a vu la lune. Maintenant, on va regarder les autres planètes. Alors, sachant que le Soleil fait le tour du zodiaque en 365 jours, la Lune, par contre, fait le tour du zodiaque en 28 jours. Ensuite, la troisième planète que l'on va trouver, c'est Mercure. Mercure, qui est la planète la plus près du Soleil dans le ciel, et qui fait le tour, non pas du zodiaque, il fait le tour du zodiaque, mais en fait, il fait le tour du Soleil en 88 jours. Et en fait, il suit le Soleil. Pendant que le soleil fait son tour du zodiaque, et il n'est jamais très loin du soleil. Soit il va se trouver à côté, soit il va se trouver un signe avant ou un signe après, mais jamais très loin. Ensuite, on a, alors, lui, Mercure, j'ai oublié de préciser, oui, si ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la Lune représente les émotions, nos émotions, et notre sensibilité. C'est pour ça qu'on parle donc l'enfant, on regarde surtout sa lune, parce qu'en fait, un enfant, il est naturellement sensible et spontané, et en fait, voilà, il exprime très naturellement cette planète, enfin cet astre, hein, puisque c'est un astre, c'est pas une planète. Ensuite, Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète de la pensée, c'est la planète aussi de tout ce qui est rapidité. Hein. Mercure est très rapide. Hein. C'est vraiment la communication, c'est lié à l'air, hein, donc c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Donc Mercure, c'est la planète de la communication. Ensuite, on a Vénus. Vénus qui fait aussi le tour du Soleil, mais qui donc tourne, tout en tournant autour du Soleil, fait le tour du zodiaque, et elle fait le tour en 288 jours, je crois. Vénus, tout le monde connaît Vénus, c'est la planète de l'amour, mais c'est la planète de la créativité, du sens artistique,
d'aimer la vie, quoi, en fait. Ensuite, on a Mars. Alors Mars, on connaît le dieu de la guerre, donc Mars, c'est l'action. C'est l'action, c'est une planète masculine, hein, qui, voilà, et c'est l'énergie, c'est aller de l'avant. Et Mars tourne également autour du Soleil et lui fait le tour en 2 ans et demi à peu près. Voilà, ça ce sont les planètes dites rapides, les 5 planètes que l'on regardera tout à l'heure sur un thème, pour voir actuellement d'ailleurs où elles sont. Et bien sûr, quand elles sont proches les unes des autres, donc il y a une interaction, ça explique certaines choses. Ensuite, on va passer aux planètes un peu plus lentes. On va démarrer avec Jupiter, puisque après Mars, la planète la plus proche de nous, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de l'excès même, hein. D'ailleurs, là, Jupiter est rentré le 10 mai dans le signe du Bélier. Et ce jour-là, il y a eu une poussée énergétique très importante au niveau de la planète. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais j'aurais tendance à le supposer. Et il y a eu vraiment une montée en puissance énergétique très importante parce que Jupiter, c'est l'expansion. Alors dans le Bélier, en plus, c'est voilà, c'est vraiment une puissance phénoménale, quoi. Donc lui, c'est la planète de tous les excès. Selon où l'on a Jupiter dans son signe, eh bien dans le signe dans son thème, suivant le signe dans lequel il va se trouver et la maison, eh bien, c'est le signe dans lequel pour nous, pour être le mieux, c'est la planète, comment dire, bon, je perds le fil. C'est le signe dans lequel il va se trouver, c'est le signe dans lequel on aura intérêt à vraiment s'expanser et développer ce signe pour se sentir bien. Voilà, si on a Jupiter dedans, et de toute façon, on aura tendance à utiliser ce signe vraiment pour développer, comment dire, pour développer les qualités de ce signe, et ça va nous permettre, nous, de nous sentir bien. Et pareil, dans la maison, ça va être le domaine dans lequel on aura tout intérêt à développer ce domaine, en fait, hein, pour se réaliser. Ensuite, on a Saturne. Alors Saturne qui vient après, alors elle, c'est la planète qui empêche de tourner en rond. C'est la planète qui empêche qui nous ramène à plus de sagesse. C'est la planète qui nous ramène toujours en disant « t'as pas fini tes devoirs, tu viens les terminer. T'as pas bien fait ça, il faut que tu recommences. T'as vécu cette expérience, ça t'a pas permis de comprendre suffisamment ce que tu aurais dû comprendre, tu vas recommencer. » C'est vraiment l'empêcheuse de tourner en rond. C'est vraiment c'est celle qui nous embête, quoi, en fait, hein, celle qui nous oblige à apprendre nos leçons de vie, je dirais, qui nous amène à plus de sagesse, en fait. Elle nous oblige à plus de sagesse. Une fois qu'on a intégré ce que l'on avait à comprendre dans la vie, elle va se montrer plus douce, hein, de par le temps. Mais elle ne nous lâchera pas pour notre bien, pour qu'on intègre les leçons de cette vie par rapport aux expériences qu'on a à vivre, par rapport aux événements qui se présentent à nous. Voilà. Donc Saturne, alors j'ai oublié de le dire, Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans. C'est-à-dire que, dans 12 ans, oui, c'est-à-dire qu'il va passer 1 an dans chaque signe. Donc pendant 1 an, il va nous faire travailler un signe, voilà, tout au long de notre vie. Saturne, lui, fait le tour du zodiaque en 29 ans et demi à peu près. Alors lui c'est déjà, il fait partie des planètes karmiques. C'est-à-dire que les 29 premières années de notre vie, ça va être, on va un petit peu les subir, dans le sens où on va être remis dans des situations qui vont, comment dire, qui sont en rappel avec nos vies antérieures. Ça va nous mettre dans des situations pour nous remettre dans des contextes, pour ensuite, plus tard, une fois qu'on aura passé ce premier tour, prendre notre vie en main et dépasser
ces problèmes qu'on a vécus et qui nous handicapent pour la suite de la vie. On a tous connu des moments difficiles ou même des manques de confiance simplement, ou des situations qui fait que, quand on était enfant, qui fait que ça nous insécurise ou que ça nous a traumatisés. Et ensuite, on passe le reste de sa vie à réparer ça. Ce sont nos challenges. Et donc, à partir du moment où on démarre le deuxième tour de Saturne, donc à partir de 30 ans à peu près, eh bien, on commence à travailler et il nous fait travailler pour aller dépasser ces problèmes et puis devenir plus fort, puisque c'est ça que la vie nous demande. C'est finalement de dépasser ce que l'on n'a pas pu bien travailler avant et qu'on est revenu travailler dans cette vie-ci et qu'on a à dépasser pour grandir, avoir davantage confiance en nous voilà, devenir l'être qu'on a à développer dans cette vie-ci, à devenir notre soleil, quoi. Finalement, ça fait partie de cette histoire. Ensuite, on a Uranus. Alors, Uranus, lui, il fait le tour du zodiaque en 84 ans. Lui, Uranus, c'est par exemple quand on a un accident, c'est Uranus. Donc, c'est qu'à un moment donné, il s'est trouvé sur notre chemin. On n'était pas sur notre chemin, on ne faisait pas ce qu'il fallait pour accomplir notre chemin. C'est l'accident qui va nous arrêter pour nous dire « Hé, là, tu t'arrêtes. Ça n'allait plus du tout. Là, maintenant, il faut que tu comprennes que tu réfléchis et que tu te rendes compte que ton chemin n'est pas le bon. » Par exemple. Donc, Uranus, c'est l'éclair. C'est l'éclair, c'est l'événement qui arrive subitement et qui nous demande une transformation, un changement. On en reparlera tout à l'heure parce qu'actuellement, il est important, actuellement, il est dans le signe du Taureau et ce qu'on nous demande, c'est de transformer tout ce qui est dans la matière, de vivre notre vie différemment dans la matière. Donc ça, c'est Uranus. Uranus, c'est le transformateur, mais lui, il passe pas, hein. Ça va pas, tac, il nous arrête, hein. Voilà. Et si on comprend pas, il va nous arrêter une deuxième fois. Et en général, on réfléchit quand même, hein, parce que voilà, c'est pas toujours simple de vivre un accident ou de devoir s'en remettre. Ensuite, on a Neptune. Alors Neptune, donc lui, il fait le tour en 164 ans. Ou 164 ou 162 ans. Donc du coup, on ne le voit pas faire le tour du zodiaque en une seule vie. Alors Neptune, c'est à la fois... c'est deux choses, mais souvent en premier, c'est le flou. Neptune, pour nous, c'est le flou en premier. On ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie, on ne voit pas comment il faut faire. Souvent, Neptune, ça démarre comme ça. Et en fait, avec le temps, en fait, c'est l'amour inconditionnel, c'est lui qui nous amène vers la spiritualité. Et pour ça, ça nous demande un travail sur nous, pour que du flou, on passe à quelque chose de plus subtil que l'on peut ressentir. Mais ça demande vraiment un travail personnel important. On peut passer toute sa vie dans le flou. Si on ne fait pas ce travail d'apprendre à se connaître, de comprendre ce que la vie veut nous dire et de vivre selon ce que l'on a à travailler. Et le dernier, ça va être Pluton. Alors Pluton, lui, il fait le tour en 248 ans, il fait le tour. Alors Pluton, lui, c'est le bulldozer. Alors lui, c'est le bulldozer. C'est même, c'est le bulldozer qui va avancer très lentement, puisque donc 248 ans, hein, il met 12 ans minimum, voire 20 ans dans un signe, ça dépend où il se trouve. Hein. Sur une partie du zodiaque, il va passer en 12 ans sur un signe, sur une autre partie, il va passer plus de 20 ans. Et lui, en fait, lui, c'est le rouleau compresseur, voilà, c'est le rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'il va avancer tout doucement, il va dire ça va pas, et il va écraser, il va dire maintenant tu refais, et tant que ça va pas, il va défaire, et il va vraiment, lui, je veux dire qu'on le sent passer dans le sens où, ça va être lourd, on va avoir des moments où ça va être lourd, tant qu'on n'a pas compris la leçon, il va vraiment, ça va pas être l'éclair, mais il va nous obliger, nous aussi, à nous transformer. D'ailleurs,
en analogie, il est dans la maison de la transformation. Donc lui, c'est vraiment ça. C'est vraiment le transformateur, c'est l'ombre aussi. Ça représente Hadès, ça représente les ténèbres, ça représente le dieu de l'enfer. C'est vraiment... on peut passer par des choses très difficiles à cause de lui, on va dire, mais c'est toujours pour du mieux pour nous, évidemment. Si on comprend, et forcément, ça ira mieux après et il va nous lâcher après. Donc voilà une présentation du thème au niveau le plus simple, le plus classique, le premier abord que l'on peut faire. Donc voilà. Ensuite, je vais passer sur l'exemple de la prochaine pleine lune pour vous montrer d'autres éléments du thème et en même temps, on va voir du coup comment se positionnent les planètes dans cette période. Et du coup, là, vous voyez que du coup, ça change un petit peu. Là, c'est donc un zodiaque. On va dire que c'est la pleine lune du 16 mai prochain à 6h15 du matin, 6h14 exactement. Mais ça pourrait être un enfant qui est né à cette heure-là. Donc, on peut analyser le thème de cet enfant qui est né à cette heure-là. Donc, on voit par exemple que le bélier est ici. Mais on a donc l'ascendant qui est au niveau du taureau, du signe du taureau. Et d'ailleurs, il se trouve que le soleil est aussi dans le signe du taureau, puisqu'actuellement, on est dans le signe du taureau. Hein, on est au mois de mai, et du 21 avril au 20-21 mai, on est dans le signe du taureau. Donc, signe de terre, comme on a dit, signe de la nature qui se développe. Donc voilà, on a le soleil ici. Et comme c'est une pleine lune, on a la lune à l'opposé, exactement à l'opposé, au même degré, donc qui est à 25 degrés ici du taureau, et la lune se trouve à 25 degrés du scorpion. Alors, ce qu'on peut dire sur cette pleine lune, c'est que dans le signe du scorpion, c'est aussi le signe de la manipulation. C'est le signe des conditionnements, enfin, c'est pas des conditionnements, mais des croyances erronées, je dirais aussi. Donc en fait, ce qu'on demande à cette lune qui est en scorpion, on lui demande, parce qu'elle est en face du soleil, en fait ce qu'on lui demande c'est de sortir de ce qu'elle vit actuellement pour aller vers le soleil en fait. Parce que le soleil, lui, ce qu'il veut, c'est vivre en paix dans la nature, vivre dans la simplicité, la sérénité. Et comme ils sont en opposition, il y a un tiraillement entre les deux. Entre le soleil qui, lui, il veut vivre simplement, il ne veut pas d'histoire, hein, et la lune qui est là dans le signe du scorpion, au niveau d'ailleurs de conjoint à la maison 7, hein, au début de la maison 7, hein, tout à la fin de la maison 6, donc on peut dire qu'il est dans la maison 7. Donc en fait, cette lune-là, elle est en relation avec l'autre et puis c'est une relation qui lui convient pas trop ou elle n'est pas à l'aise parce que elle n'est pas à l'aise dans le signe du scorpion. Parce qu'elle est en chute en plus. Bon, ça c'est un terme technique pour dire qu'elle est pas en force dans ce signe-là. Et du coup, elle n'est pas très à l'aise parce que le scorpion, en fait, c'est l'obscurité, c'est une puissance occulte, c'est tout ça. Et donc, elle n'est pas très à l'aise là-dedans. Et voilà, donc il y a un tiraillement entre ces deux astres qui est assez fort. Donc voilà, ensuite on a cette lune qui est aussi qui est en opposition au soleil, mais qui est en opposition également avec Uranus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Uranus actuellement est dans le signe du taureau. Et dans le signe du taureau, Uranus, ce qu'il dit, il faut transformer votre façon de vivre. Il faut maintenant vivre simplement, apprendre à vivre dans la simplicité de ce que vous offre la nature, de ce que vous offre la vie. Alors il n'est pas très à l'aise non plus parce que c'est un signe, il est dans les signes d'air normalement et là en signe de terre, c'est pas très facile pour lui, mais quand même il veut arriver à faire comprendre que on a tout intérêt
Et que c'est ce qu'il faut maintenant, on n'a pas le choix de toute façon. Lui, comme je vous dis, c'est l'accident. Donc si on ne le comprend pas, eh bien on vivra des choses difficiles pour qu'on arrive à le comprendre parce qu'il faut en arriver là. Et donc cette lune qui est en opposition toujours, puisque elle est en face, eh bien c'est pas simple pour elle finalement de vivre cette relation dans le Scorpion, cette relation à deux, dans un état de manipulation, de choses qui sont glauques, enfin voilà, de mensonges, de tas de choses comme ça. C'est très difficile pour elle. Et ensuite, elle est aussi en opposition avec Mercure. Mercure qui est dans la maison de la personnalité, donc de ce qu'on a à développer, de la communication, donc c'est difficile donc de communiquer pour elle. Et en plus, Mercure est rétrograde actuellement. Alors ça, ce que ça veut dire que Mercure rétrograde, dans les périodes où Mercure est rétrograde, par exemple, il faut éviter de faire des projets. Décider de partir quelque part ou de prendre des rendez-vous, tout ça c'est compliqué parce que souvent il peut y avoir des retards ou il peut y avoir des annulations, ça se fait pas comme on veut. C'est toujours plus compliqué quand Mercure est rétrograde de prendre des décisions ou de faire des actions, de vouloir décider de projets par exemple. Et donc là, eh ben, en fait, Mercure, il lui dit, bah, écoute, il faut que tu réfléchisses, à ta façon de communiquer, parce que là, c'est dans le Gémeaux. Donc, ta façon de communiquer actuellement, elle va pas bien. Elle n'est pas de qualité, il faut que tu changes, qu'elle soit plus légère, qu'elle soit plus... Et donc c'est compliqué pour la Lune actuellement. Justement, Mercure l'oblige à réfléchir à ça et à se dire, bon, faudrait peut-être que je communique différemment, peut-être d'une autre façon pour que la communication soit de meilleure qualité. Donc voilà déjà pour cette Lune en opposition. Et puis, on parlait de Saturne tout à l'heure, et Saturne, il est en carré à la Lune et en carré au Soleil. Et Saturne, il dit, oui, ben là, moi, je suis là, et vous allez apprendre à communiquer et à réfléchir et à poser des actions dans la sagesse. Moi, je ne vais pas laisser faire les choses comme ça. Ça ne va pas se faire comme ça d'un clin d'œil. Vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez à faire, à vos actions. Parce que moi je demande à ce que la communication, puisque c'est dans le signe du Verseau et en plus en maison 11, donc il dit moi je souhaite que la communication dans le groupe soit de meilleure qualité, donc je demande pour ça que vous preniez le temps de réfléchir, de vous intérioriser, parce que la Lune c'est l'intériorité, hein. La Lune, je te demande de t'intérioriser, de réfléchir à ta façon d'être et savoir ce que toi tu as à changer au fond de toi, de ce que tu as à travailler, à nettoyer. Et donc il demande également au Soleil, ok, tu veux vivre, tu veux être bien dans ta nature, ben, je te demande de bien réfléchir et savoir qu'est-ce que tu veux, quels sont les choix que tu fais. Voilà, je ne vous laisserai pas faire tant que vous n'aurez pas bien réfléchi, posé les bonnes actions. Voilà, ça c'est Saturne en action. Voilà. Et ensuite, on a par contre ce que l'on a pour la sensibilité de la Lune qui est dans ce Scorpion, ce qu'elle a en positif pour elle ici en trigone, c'est qu'elle est en communication avec Neptune et Mars dans le Poisson, qui donc demande... Neptune dans le Poisson, il est tout à fait dans son élément, c'est-à-dire qu'en fait c'est le développement de l'amour inconditionnel, puisque le Poisson, il aime. Et Neptune demande à ce que à ce qu'on soit dans l'amour inconditionnel. Et vu qu'il y a Mars à côté, en fait, Mars met l'action pour que ça puisse se concrétiser, se réaliser. Donc c'est ce qui est demandé. Et c'est en appui à cette Lune pour lui dire, voilà, si tu vas dans ce sens-là, ça va être plus facile pour toi. Autant on te demande de réfléchir, on te demande de t'intérioriser, mais là si tu vas dans ce sens-là, c'est ça quoi, c'est ça qu'on te demande, c'est vers ça qu'il faut que tu ailles. Voilà, et on a donc ce Jupiter qui est rentré dans le signe du Bélier et qui donc est également en trigone à cette Lune et qui du coup il met beaucoup d'énergie en disant c'est bon, il faut aller de l'avant maintenant, tu peux y aller, c'est ça qu'il faut faire, enfin voilà, c'est dans cette idée-là quoi, voilà.
Et ensuite, alors on a aussi, on a Pluton qui aide justement, qui aide aussi cette lune, hein, parce que c'est un trait bleu, c'est un sextile. Et donc Pluton qui lui est le rouleau compresseur, comme je disais, qui est dans le signe du Capricorne. Dans le signe du Capricorne, ça veut dire il est en train de broyer les institutions, en train de broyer les structures qui sont là depuis longtemps et qui donc du coup ne vont plus. Parce que Pluton, lui, il peut passer sur le Capricorne et passer légèrement, il aurait pu passer légèrement, si les structures et les institutions avaient été complètement construites sur des bases solides, vraies, sincères et honnêtes pour tout le monde. Mais comme il y a forcément des choses qui se sont construites avec des intérêts personnels qui ont fait dévier un peu l'intérêt général, donc ce qui fait que ces institutions sont là pour l'intérêt général, mais en réalité on se rend compte que ça peut servir également des intérêts privés, donc il y a des choses qui ne sont pas justes, et Pluton, lui, il faut être absolument juste. Donc à partir de là, eh bien, il broie ce qui n'est plus vrai, ce qui s'est construit avec avec des mensonges aussi, et il détruit tout, et il dit maintenant, on détruit, on enlève, parce que ça, c'est pas bon, ça n'a pas été fait comme il faut, c'est pas bon pour tout le monde, donc il faut reconstruire quelque chose qui sera bon pour tout le monde. Ça, Pluton, il ne lâchera pas pour ça. Donc actuellement, c'est sur les institutions, mais il faut savoir qu'à partir de l'année prochaine, de 2023, il passe dans le Verseau. Et là, ça va être donc sur le peuple. Donc le Verseau, c'est le peuple, c'est la population. Et donc là, ça va nous demander un travail collectif pour changer notre façon d'être ensemble, pour fonctionner différemment. Parce qu'on le sait, on rentre dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est le Verseau, donc c'est tout le monde vit bien ensemble. Mais il faut savoir qu'on va avoir plus de 2000 ans à vivre l'ère du Verseau. Ça veut dire qu'on a 2000 ans pour y arriver. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui va se faire. Et donc c'est pas par hasard que Pluton va arriver sur le Verseau. Il va faire son job, quoi. Hein. Donc voilà, pour nous transformer et nous permettre de pouvoir vivre ensemble, trouver d'autres façons de vivre ensemble qui soient plus en adéquation avec notre temps. Voilà. Donc là, j'ai parlé des planètes que l'on a vues tout à l'heure, mais se rajoutent à tout ça d'autres éléments, notamment la Lune noire. On en avait parlé la dernière fois. La Lune noire, qui est un emplacement fictif, mais qui est fonction d'emplacement de la Lune à certains moments, mais qui a une grande importance parce que la Lune noire représente nos peurs inconscientes. Donc dans notre thème, quand on a la Lune noire placée dans un signe, et dans une maison donnée, c'est que c'est dans cet endroit-là et c'est à cet endroit-là que c'est difficile pour nous et qu'inconsciemment on ne peut pas y aller. Et on ne le sait pas, on ne se rend pas compte. Là, par exemple, en Gémeaux, en maison 1, mais on est près de la maison 2 aussi. Hein, donc on peut dire qu'il est déjà en maison 2, elle est déjà en maison 2. Donc en fait, c'est un problème de communication. On a peur de communiquer, et comme c'est dans la maison 2, c'est dans nos acquis, en fait, on a peur de communiquer, et c'est aussi nos talents. Donc, en fait, comme si on avait peur d'aller vers qui on est, vers les talents que l'on a. On a peur aussi de perdre, parce que c'est aussi la maison des possessions, de la sécurité. Donc, parce qu'en face, c'est la maison de l'insécurité, et là, c'est la maison de la sécurité. Et en fait, on a peur de perdre notre sécurité, et du coup, on n'ose pas aller vers ça. Et donc, en fait, comme on a peur de perdre notre sécurité, on n'ose pas communiquer en vrai, et puis, du coup, on se tient à nos acquis, à ce qu'on a connu jusqu'à présent, alors qu'en fait, il faudrait tout lâcher pour pouvoir être vrai et aller vers ce qu'on nous demande d'aller. Parce qu'en fait, quand on n'arrive pas à aller vers ses peurs, en fait, il faut commencer à aller en face, dans la maison d'en face. Donc là, en l'occurrence, c'est la maison 2, c'est la maison 8. Donc c'est la maison des dépossessions. Ça veut dire qu'il faudrait aller vers tout lâcher,
Ne pas avoir peur de se défaire de nos acquis, de ce que l'on a, de ce qui nous sécurise. Donc aller vers l'insécurité, accepter d'aller vers l'inconnu pour finalement se rendre compte que nos peurs ne sont plus là, que c'est une mémoire du passé, ou ce sont des mémoires du passé de plusieurs vies, mais qui ont eu leur temps et que maintenant tout ça ne peut plus nous atteindre et qu'on n'a pas à s'inquiéter, qu'on retrouvera de toute façon notre sécurité. Il ne faut pas avoir peur de lâcher notre sécurité et d'aller vers l'inconnu. C'est ça que ça nous dit. Voilà. Et ensuite, on a vu la lune noire. Hein. Ensuite, on a les nœuds lunaires hein, que j'ai représentés ici. Voilà, on a le nœud nord et le nœud sud. Alors ça, c'est notre destin. Dans notre thème, quand on a un nœud sud, le nœud sud et le nœud nord, hein, bien sûr, le nœud sud, c'est de là où on vient. Et le nœud nord, c'est là où on doit aller, en fait. Ça nous dit, toi, autrefois, tu arrives d'une situation où tu étais dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, où tu étais dans la gadoue, hein, parce que le scorpion, il est dans la gadoue, il est dans les tréfonds, voilà, dans l'obscurité, dans la manipulation, la jalousie, c'est tout ça, là, le scorpion, c'est les jalousies aussi, c'est les trahisons, tout ça, tu étais là-dedans. Et bien là, on te demande de lâcher tout ça et d'aller vers le taureau, c'est-à-dire vers une vie simple, vers une vie, voilà, imaginez une vie dans la campagne, dans la nature, vivre avec la nature, en accord avec la nature. Mais c'est aussi la maison 12, et la maison 12, c'est aller vers la spiritualité. C'est vers ça qu'on nous demande également. Donc voilà. Et ensuite, il y a aussi, je ne l'ai pas amené, mais c'est pas grave. Et en fait, il y a aussi un point fictif qui se calcule en fonction de planètes. Il y a un point invisible, c'est une blessure originelle qu'on ne voit pas, mais quand on nous en parle, on dit, mais oui, effectivement, j'ai conscience que j'ai cette blessure-là, mais on n'a jamais osé en parler, en fait. Et on n'a jamais osé se l'avouer, ni en parler à quiconque en général. Et on a cette blessure qui vient des tréfonds et qui vient qu'on a vécu récemment dans la vie précédente souvent, mais qui vient de très très loin. Et on nous demande d'aller vers la porte visible qui est vers sa guérison. Et là, en l'occurrence, c'est une blessure, on est en maison 6, donc en balance, et on demande d'aller vers le bélier qui est en maison donc 12. Et en fait, c'est d'aller vers soi. C'est une blessure de relationnel avec l'autre, mais qui nous demande d'aller vers nous-mêmes, dans la spiritualité, pour guérir de cette blessure relationnelle, en fait, dans le quotidien avec l'autre. Donc ça, c'est une blessure, alors je dirais invisible, parce que on la cache et on se la cache. Et mais quand quelqu'un, si un astrologue vous en parle, et ben en fait, vous allez dire, mais oui, mais effectivement, ça me parle complètement, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais voulu s'avouer. Et c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, mais voilà. Et on ne peut pas y croire, quoi, mais c'est là. Et donc, cette blessure nous demande d'aller vers sa guérison en face. Mais pour y aller, il faut passer par Chiron. Alors, je vais parler de Chiron, qui est un astéroïde. Chiron, qui est une blessure, et la blessure, elle est actuellement en bélier, et en fait, c'est une blessure d'amour, puisqu'elle est à côté de Vénus d'ailleurs, c'est une blessure d'amour de soi-même, et on ne s'aime pas assez, et il faut apprendre à s'aimer pour pouvoir quitter cette blessure dans la relation à l'autre, dans le quotidien, pour aller vers soi et vers sa spiritualité. Est-ce qu'il y a des questions ? Là, ça concerne la pleine lune du 16 mai, voilà. Ça concerne tout le monde. Suivant notre propre thème, suivant où sont placés les signes dans notre thème, eh bien les planètes n'auront pas le même impact sur chacun, ne toucheront pas les mêmes choses, notamment par rapport aux maisons. Selon nos maisons, comment elles sont placées, eh bien l'impact sera soit sur notre personnalité, soit sur notre façon d'aimer, ou de créer, soit sur notre façon de communiquer si on est en maison 3, ou de se réaliser en maison 10. Voilà, ça aura un impact différent pour chacun.
Oui, on peut le faire, bien sûr. Là, je parle donc de transposer la situation des planètes aujourd'hui sur notre thème de naissance, donc ça aura un impact. Mais ensuite, effectivement, on peut transposer deux thèmes l'un sur l'autre, ça s'appelle la synastrie. Et là, du coup, on voit les compatibilités entre les deux personnes. Si elles peuvent communiquer facilement, s'entendre, ou si elles peuvent pas s'entendre. S'il y a un aspect karmique qui va jouer, s'il y a une histoire karmique entre eux, on le voit aussi. Ça se voit très très bien. Voilà, même il y a des gens qui, avant d'embaucher quelqu'un, vont regarder le thème et voir si la personne est compatible avec les gens du bureau. Ça peut aider parce que du coup, ça évite des fois des conflits de gens incompatibles ou quelqu'un qui va venir bousiller l'ambiance dans le service, l'harmonie ou même la qualité du travail ou même la vie de l'entreprise éventuellement. Ça peut aller loin, quoi, hein. Donc, voilà, on peut le faire pour ça aussi, effectivement. Et on le fait aussi en comparaison entre la révolution solaire qui est le thème de l'année, de date anniversaire à date anniversaire, puisque chaque année, on vit dans une ambiance différente. Et les énergies ne sont pas les mêmes, puisque le positionnement des planètes est différent de l'année d'avant. Et du coup, on peut comparer le thème des naissances avec la révolution solaire pour voir un petit peu déjà comment ça va jouer sur le thème, en quoi ça va toucher cette année, ces changements d'énergie aussi. Oui, parce que j'ai un exemple à donner. Je connais quelqu'un qui a eu une naissance prématurée. J'ai analysé le thème de ce bébé qui est né avec 1 mois et demi d'avance et je l'ai comparé au thème de la maman et au thème du papa. Ce qui m'était demandé pour voilà, voir s'ils allaient s'entendre et tout ça. Et en fait, c'était incroyablement juste parce que vraiment, c'était des clins d'œil incroyables. Pour ça, j'ai dit, mais ce bébé, c'est pas possible, il devait naître là, quoi. C'est pas possible autrement. Parce que vraiment, entre le signe de la maman, l'ascendant du bébé, enfin, c'était similaire. Enfin, il y avait des tas de choses similaires, et il faut savoir que dans les thèmes des parents et enfants, on retrouve certaines similitudes parce qu'il y a les héritages transgénérationnels qui sont souvent liés déjà à la maison 1 d'ailleurs. Et là, on voyait que vraiment il y avait des liens forts entre la maman et le petit. Il y avait vraiment des clins d'œil entre la lune, l'ascendant, le signe, et avec le papa, avec le milieu du ciel. Enfin, vraiment des choses incroyables. Je peux rien affirmer, mais je pense que ce serait intéressant à étudier, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard et tout doit se retrouver, le destin étant ce qu'il est. Enfin, on a quand même notre libre arbitre. Les choses se mettent en place quand elles doivent se mettre en place et je pense, arrive quand elle doit arriver. D'une manière ou d'une autre, est-ce que justement ça n'a pas été déclenché parce que le médecin, il aurait peut-être très bien pu laisser faire et puis finalement, pourquoi il l'a fait? Il y a une bonne raison, mais qu'est-ce qui l'a incité à le faire? Est-ce que on peut en débattre après? Donc je pense que ce serait à étudier. Je n'ai pas assez de recul par rapport à ce genre d'expérience. Il n'y a pas de hasard. L'ascendance, c'est la personnalité que va utiliser l'être pour, pour réaliser le signe. C'est pas qu'il modifie, il complète en fait. C'est par ce biais-là que la personne va pouvoir développer son signe. Admettons que on a un ascendant taureau. On va dire que son signe est la balance. D'accord? On va dire que le soleil est ici en balance. Donc une personne qui va chercher l'harmonie, qui va aimer ce qui est beau, qui va avoir des goûts, voilà, comme une balance, comme un signe de la balance. Hein, c'est tous ces aspects-là, qui va aimer tout ce qui est artistique, qui va être peintre par exemple. Enfin voilà. Eh bien, elle va utiliser son ascendant pour développer ces qualités-là. Donc elle va y rajouter tout l'aspect aimer la vie, aimer la nature. Donc peut-être que dans sa créativité, elle va y mettre, elle va peindre des tableaux, par exemple, de paysages, plus que d'autres choses. Par exemple, je dirais
par exemple, un cancer, par exemple, aurait un ascendant cancer, par exemple, eh bien, en étant peintre, il aurait plutôt tendance à aller dessiner des personnages ou des bébés, parce que le cancer, il a le goût pour le cocon familial, hein. Donc, il va aimer, ça va être une mère, par exemple, très protectrice. Donc, par exemple, quelqu'un qui est de la balance avec un ascendant cancer va plutôt dessiner des bébés, des enfants ou des scènes plutôt liées à la famille, à la maison, par exemple, hein, au foyer. Donc, ça influence, mais en fait, la personne est venue pour ça. Elle est venue pour développer ces aspects-là, travailler sur ces aspects-là. Donc en fait, ça ne déforme pas, mais ça ne fait que apporter une richesse aux signes en fait que la personne a à développer dans cette vie. Comme par exemple le fait d'avoir par exemple Vénus en Bélier pour donc admettons cette personne qui est du signe de la Balance, qui aurait son Soleil en Balance. Ben en plus, Vénus est un signe, est le signe aussi de la Balance. Donc, elle va développer tout ce qui est beau avec spontanéité, avec beaucoup d'inspiration également. Puisque le bélier, c'est quelqu'un qui utilise son inspiration s'il est spontané. Donc, elle aura une façon différente de s'inspirer que si, par exemple, sa Vénus était en Capricorne, par exemple. Si sa Vénus était en Capricorne, là, ce serait beaucoup plus sérieux. Donc là, ce serait une peinture, par exemple, elle développerait une peinture, pour parler toujours de peinture, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus sobre, beaucoup moins joyeuse, quoi. Parce que le Capricorne est un signe plus sérieux. Donc en fait, toutes ces dispositions de planètes et donc d'ascendants, eh bien, colorent la personne, colore son signe de toutes ses particularités, ce qui fait que justement on est tous différents les uns des autres et qu'on ne réagit pas tous de la même façon parce qu'on a tous ces aspects qui sont différents de l'un à l'autre. Alors je l'ai cru pendant longtemps, c'est ce qu'on dit, l'ascendant est là pour que la personne rayonne son soleil, son signe. Quand je dis soleil, c'est son signe en fait. Donc en réalité, je pense qu'on apprivoise de plus en plus cette personnalité, mais en fait on n'est pas cette personnalité en fait. On est ce signe. Donc si on reste sur la personnalité, en fait on ne se réalise pas totalement, puisqu'on a vraiment, la personnalité est au service du signe solaire en fait, où est le soleil. Donc en réalité c'est le soleil qu'on doit développer, c'est le signe où il y a le soleil. La personnalité, pour moi, a gardé sa place. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis là, parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on a à vivre en ce moment, quoi. C'est-à-dire qu'on a une personnalité, mais on ne doit pas rester sur cette personnalité, on doit aller chercher qui on est au fond, pour vraiment incarner qui on est, pour pouvoir vraiment se réaliser, quoi. Et si la personnalité garde le dessus, c'est un peu comme si l'ego gardait le dessus, si tu veux. Et donc, c'est comme si l'ego, le mental, gardait le pas sur qui on est vraiment au fond de nous. Et qu'on a vraiment à développer. On a à vivre à travers cette personnalité, à la développer, mais au service de ce signe solaire, qu'on doit vraiment totalement incarner. On doit arriver à incarner totalement à la fin de sa vie. Enfin, avant, hein. Mais jusqu'à la fin de sa vie, de plus en plus, toujours plus, quoi. Ça, c'est un calcul, c'est un calcul, si tu veux, c'est un point à mi-distance entre Uranus et Saturne. Donc, il faut calculer, c'est en partant du Bélier, qui est le premier signe. En fait, il faut calculer le degré à partir du degré 0. Il faut calculer le nombre de degrés jusqu'à Uranus. Et ensuite, il faut calculer en repartant du Bélier, il faut calculer le nombre de degrés jusqu'à Saturne. Tu rajoutes les deux, tu divises par 2 et tu trouves le mi-point qui est là. C'est toujours la porte invisible. Donc la blessure est toujours après Uranus. Et la porte visible est toujours forcément en face. Mais pour y accéder, il faut passer par Chiron. On ne peut pas guérir directement, quittant la blessure pour aller vers la porte de sortie. Ça ne marche pas.
Pour ça, il faut aller chercher Chiron, comprendre la blessure. Alors Chiron, c'est l'endroit, là où on a Chiron, l'endroit où on se heurte dans sa vie à chaque fois à un problème. Alors, qu'il soit relationnel, qu'il soit autre, enfin un problème. Par exemple, tu vois, se heurter par exemple toujours à le même problème avec des gens, par exemple. Toujours. Et jusqu'à temps qu'on comprenne et qu'on change d'attitude, qu'on change, on dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et du coup on change et on comprend que en se heurtant toujours à ça, et il faut changer d'attitude pour petit à petit trouver la bonne attitude. Et quand on a trouvé la bonne attitude, on n'a plus ce genre de problème, on se rend compte qu'on ne se heurte plus à ça, et du coup on peut accéder à la porte visible. Donc là en l'occurrence la blessure elle est dans le bélier en maison 12. Donc le bélier, c'est être soi. D'accord? C'est être soi. Donc il y a une blessure là, on n'est pas nous-mêmes. D'accord? Donc c'est être soi. Et à chaque fois on se heurte dans la vie, il y a des situations qui font que, ah, on n'est pas soi, donc là il faut aller chercher pour ne plus vivre ça. Et en plus avec Vénus à côté, en plus c'est l'amour de soi, quoi. Là c'est vraiment clair. Quand on naît avec ça, celui qui naît avec ça, le 16 mars à 6h14, ce sera vraiment sa problématique. Et en l'occurrence, bon là c'est un horoscope de la France, puisque je l'ai fait à Paris, hein. Donc ça c'est pour la France. Donc ailleurs ce ne sera pas dans la même maison. Pour la France c'est dans la maison 12. Donc en fait c'est guérir cette blessure d'amour. Et quand on arrive à la guérir, eh bien on peut passer à l'amour de soi, mais en passant par la spiritualité. Ouais. Ils sont dans une autre blessure par rapport à la maison. Ils auront le même placement des planètes, mais ils ne les auront pas dans les mêmes maisons. Alors ça change les maisons. Ça ne va pas changer le placement des planètes. Les planètes seront au même endroit, mais ça va changer le placement des maisons. Donc le placement des maisons, c'est les 12 aspects de notre vie qu'on a à travailler, donc ce ne sera pas placé au même endroit. D'ailleurs, on voit que entre la 1 et la 2, il n'y a pas le même écart qu'entre la 2 et la 3. Hein, voilà. Ça, les maisons, ça varie. Ça varie suivant l'endroit où on est né. Notre propre thème, il est ce qu'il est. Mais celui-ci vient se positionner sur notre propre thème. C'est-à-dire qu'il influence notre propre thème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Suivant le placement des planètes aujourd'hui, dans les maisons, comment te dire, le placement des planètes aujourd'hui, si tu veux, il y aura une influence sur tes maisons à toi. Et sur tes signes évidemment, mais par rapport à tes maisons notamment, ça va influencer. Ça va toucher certaines maisons. Tu le vivras différemment selon l'état d'esprit dans lequel tu vas te trouver. Suivant comment toi, le chemin que tu auras fait par rapport à ton thème, suivant où tu en es sur ton chemin de vie, eh bien tu vas le vivre plus ou moins bien. Alors là, je ferai une réunion sur l'astrologie karmique au mois de juin. Là, on se sert de pas mal de choses pour l'astrologie karmique en fait. Il y a ce point effectivement qui est important, hein, cette blessure originelle, mais il y a également les nœuds lunaires, hein, puisque ça c'est les nœuds du destin, hein, les nœuds lunaires. Il y a la lune noire, il y a Pluton, il y a Saturne et toutes les rétrogradations des planètes qui permettent de travailler sur le karmique. Donc il y a pas mal de points. Puis après, il y a tout l'aspect intuitif qui joue, bien sûr. Hein. Mais voilà. Et donc avec tout ça, déjà, ça donne beaucoup de choses. Hein, parce qu'après, il y a les maîtres, il y a tout ça. Donc les maîtres des nœuds lunaires, il y a pas mal d'éléments. Plus Chiron, enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. Quoi. Voilà, moi, ça me parle énormément, effectivement, l'astrologie karmique. Donc, même s'il y a des tas d'astrologie, parce qu'il y a l'astrologie médicale aussi. Hein, il y a, enfin, voilà, il y a plein de choses, quoi. Et puis on peut faire, comme on a dit, les synastries pour savoir s'il y a des compatibilités. Enfin, il y a l'astrologie horaire, il y a plein de choses, quoi. Et il redevient direct le 3 juin. Alors Mercure est rétrograde en moyenne 3 fois par an, en moyenne à peu près. Hein. 3 fois par an, ça dure 6 semaines à peu près. Donc dans ces périodes-là, faire attention parce que si on prévoit par exemple un voyage, partir en avion, dans ce créneau-là, il faut faire attention.
l'avion peut-être va pouvoir partir, ou il va y avoir, ça va pas pouvoir se réaliser, ou il y a des trucs qui, ça arrive, hein, ou partir, décider de partir, voilà, de faire telle chose à tel moment, ben le rendez-vous peut pas être pris, ça peut pas se faire, enfin, il y a des empêchements souvent, c'est pas systématiquement, mais faut faire attention. Ça fait 3 périodes, 1 mois et demi, quoi, donc à peu près, quoi, à peu près. Sur l'année, donc sur l'année, ça fait 2 fois et demi à 3 fois, quoi, parce que ça peut basculer un petit peu sur une année, quoi. La Lune, quand on est enfant, on vit, on réagit en fonction. La Lune, c'est très émotionnel, mais on va réagir en fonction du signe dans lequel se trouve notre Lune. D'accord? On va fonctionner naturellement comme ça. Et en grandissant, le Soleil prendra le pas. Mais comme c'est naturel pour nous de réagir de cette façon-là, en fait, dans le quotidien, chez soi, on va avoir tendance à réagir en fonction du signe de sa lune. Donc c'est parce que c'est un fonctionnement naturel pour nous, qui est spontané, qui arrive, on arrive, c'est un acquis. Depuis plusieurs milliers d'années, mais te dire quand, je ne peux pas te dire parce qu'on ne sait pas exactement. Je lisais un truc que les symboles des signes du zodiaque pourraient venir des Sumériens. Donc tu vois, on ne sait pas exactement, quoi. Ça a plusieurs milliers d'années. L'astrologie indienne est différente, hein. L'astrologie chinoise est différente. Donc en fait, au départ, est-ce qu'il y a eu quelque chose de similaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a pas mal de types d'astrologie différentes, hein. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu et que ça a été assez clair, hein. Très bien, merci. Oh, ben, merci, hein. Merci bien.